Écoutez, moi, je suis Christelle Galvez. Je suis aujourd'hui directrice des soins et des parcours dans un centre de lutte contre le cancer à Lyon qui s'appelle Léon Béra. J'ai construit ma carrière de manière assez intuitive et aussi à la recherche de sens, donc de aide-soignante, infirmière, à cadre et à l'école de commerce, à créatrice d'entreprise justement sur le travail en équipe, former en équipe. Grâce à beaucoup d'entre vous, j'ai pu aussi m'immerger dans vos établissements, faire des caméras embarquées. Et puis, depuis 9 ans, je suis au Centre Léon Bérard et j'essaye de construire justement cette équipe, nourrir l'esprit d'équipe. Et voilà, c'est vraiment, je pense, ma passion. Merci beaucoup, Christelle. Fabien, est-ce que tu peux te présenter? Et donc, Fabien Hamon, je suis médecin-chef. Là, je suis actuellement le directeur d'une unité de rapatriement sanitaire et il y a 3 ans, j'ai participé il y a 3 ans. J'ai quitté il y a 3 ans le GIGN pendant lequel j'ai opéré pendant 7 ans en tant que médecin opérationnel de la force intervention. Et en parallèle de ça, je développais toute une gestion de la préparation mentale orientée sur l'action et particulièrement les actions critiques. Et c'est ça qui m'a amené à collaborer avec Saïstine et Meredith, c'est que j'ai développé toute une stratégie d'amélioration des composantes cognitives lors de l'action et en particulier lors des actions critiques, c'est-à-dire les actions qui demandent une concentration acutisée. Je sens que ça va être très intéressant. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on commence d'emblée à répondre à une première question parce que l'été s'annonce chaud. Chaud pour différentes raisons, évidemment au niveau du thermomètre, mais aussi au niveau des ressources disponibles pour gérer ce qui nous attend dans les soins. Donc, première question, déjà, comment fluidifier la communication au sein d'une équipe qui ne parle pas toujours le même langage? Évidemment, entre la gouvernance et le terrain, mais aussi au sein même du terrain, qui aujourd'hui est de plus en plus complexe. Christelle, peut-être, pour commencer? Oui, merci. Alors, c'est une question assez… Je vais répondre comme je fais d'habitude, assez intuitivement, parce que je vais raconter comment on fait aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, en ce moment, on se rend compte qu'on a des équipes épuisées aussi, des équipes qui ont tenu le cap. Ceux qui ne sont pas partis donc, sont encore là et espèrent que les choses vont s'améliorer. Et il voit arriver des jeunes qui ne connaissent pas et avec l'espoir que ces jeunes vont savoir rapidement des choses et avec un langage qui n'est pas forcément encore très professionnalisé et dans les us et coutumes, parce qu'on sait très bien qu'en plus, on utilise beaucoup d'acronymes dans chaque établissement de santé, des numéros de téléphone d'urgence qui sont tous différents les uns d'un établissement à l'autre. Et donc, le plus important, nous, ce qu'on a voulu vraiment travailler, c'était la professionnalisation, l'accueil aussi par le compagnonnage, identifier des personnes qui avaient envie d'être référents auprès de ces nouveaux embauchés, qu'ils soient identifiés comme des vrais compagnons et avec une approche très accompagnée et on leur a fait des lettres de mission et avec une reconnaissance annuelle d'une prime qu'on a définie avec la gouvernance de l'établissement. C'est dans un accord d'entreprise, c'est une prime de 1 000 € par an pour avoir aussi fait vraiment cette action en plus de leur job de tous les jours, mais qui est intrinsèque, parce qu'on sent qu'il y a besoin de ces personnes qui se lèvent pour transmettre, pour pouvoir parler avec eux et transmettre les us et coutumes qui ne se lisent pas dans des livres, mais qui se transmettent de personne en personne. Et puis, l'autre chose que je rajouterais, c'est qu'on a travaillé énormément aussi avec le management, que le management puisse aussi sentir l'ambiance de son équipe pour qu'il puisse y avoir des moments de débrief, de brief, qu'il puisse y avoir justement, qu'on n'est pas dans une équipe où les choses n'ont pas besoin de se dire parce qu'on se comprend tellement bien qu'on a les regards, les mots se suffisent. Là, dans des équipes qui n'ont pas encore les mêmes langages, on va rajouter des temps de brief le matin, des temps de débrief réguliers et puis même parfois carrément des temps en dehors, un pas de côté, où on a pris vraiment le temps, d'ailleurs, avec les managers juste avant l'été, une journée où on a voulu se mettre d'accord sur comment
aussi quelles étaient les valeurs qu'on allait porter cet été ensemble et comment on allait faire épaule contre épaule. Donc, il y a vraiment cette notion, il y a une zone de risque, on est conscient qu'il y a cette zone de risque, on ne va pas pouvoir pallier à tous les risques, on ne va pas pouvoir plugger un même langage, il n'y a pas de clé USB qui se plug. Donc, cette capacité, effectivement, à être agile et c'est surtout se mettre d'accord sur quoi on est d'accord et pas forcément sur quoi on n'est pas d'accord et sur quoi on est d'accord et comment on va bosser ensemble. Voilà, donc management et puis accompagnement de ces jeunes qui arrivent pour se sentir aussi en sécurité et de ne pas attendre d'eux qu'ils sachent tout de suite. Fabien, ça c'est quelque chose que tu as expérimenté, cette intégration. Est-ce que tu peux parler un peu, rebondir un peu sur cette histoire d'intégration que Christelle finalement a mis en place dans ses équipes pour les nouvelles recrues? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux rebondir? La communication et l'action du pro. Alors, attends, Fabien, on t'arrête parce que du coup, il y a un problème de micro, on ne t'entend pas du tout. Alors, attends, test. Pas du tout. Non. Tu as la possibilité d'enlever ton casque? Là, ça marche ou pas du tout? Très bien. Là, ça marche. Très bien. Eh bien, parfait. Donc, la communication, c'est le truc principal qui pouvait limiter une action lorsqu'on était au groupe. Et au groupe, il faut savoir qu'une section opérationnelle, c'est une section pluriprofessionnelle avec plein de gens qui n'ont pas du tout le même travail. Donc, communiquer au sein d'une équipe qui ne parle pas le même langage, c'était un peu la normalité, on va dire, au groupe. Ce qui va fédérer tout ça, c'est d'une part la mission commune. Qu'est-ce qui est la mission qui va définir l'action? Et d'autre part, quel est le leader objectivé, les leaders objectivés, parce qu'en fonction de la situation, on va avoir une évolution du leadership qui va venir se créer. Donc, qu'est-ce qui va venir fluidifier la communication? C'est, avant l'action, bien définir les barrières de l'action. Et pour ça, c'est le leader en général qui va mettre ça en place. Et au sein de l'action, c'est qu'est-ce qui vont apporter des outils complémentaires qui sont intéressants pour l'action et surtout limiter au maximum la communication inutile, c'est-à-dire tous les éléments qui vont venir détériorer l'action alors qu'ils n'ont pas lieu d'être. Si on reporte ça à la santé, on est dans une prise en charge d'un polytro, il y a une erreur potentielle qui est mise en place. Communiquer sur l'erreur en soi n'a aucun intérêt. C'est vraiment apporter toutes les informations qui sont intéressantes pour l'action et limiter au maximum tous les distracteurs potentiels, tous les éléments d'information qui n'apportent rien à l'action. Ouais, si je peux me permettre de rebondir, c'est vraiment très juste. Je le vois aussi sur le fait qu'on a dû travailler sur les fameux DECT, vous savez, ces téléphones qui sonnent tout le temps dans les services et qui interrompent la tâche. Et c'était se dire, là, qui va être celui qui va avoir le téléphone aujourd'hui et qu'il est identifié, il est celui qu'on peut interrompre, qu'on peut être identifié comme protecteur en fait de l'équipe, qui va devoir vivre sa journée parce qu'on sait bien qu'on est en mode dégradé, puisqu'on est aussi avec des équipes peut-être en sous-effectif, avec on voit bien aussi qu'on a peut-être des... Et là, d'emblée, dire cette équipe, elle doit être très concentrée. Donc, le téléphone, qui est un outil de communication avec le reste de l'établissement ou les différents interlocuteurs, eh bien, c'est identifier qui est cette personne qui sera celui qui protégera l'équipe et que, attention, en tout cas, on a voulu faire attention à cette étape-là, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est beaucoup de choses qui se passent au téléphone à l'hôpital. On en avait parlé un petit peu en avance de phase, il y a cette notion d'humilité. Quand il y a les gens qui arrivent au sein d'une équipe, alors très souvent, en fait, il y avait un turnover dans les équipes et il y avait des gens qui n'étaient pas de la section, qui venaient dans la section pour intégrer une mission particulière. L'humilité, c'est la prime abord. Il y a l'humilité des gens à l'intérieur du groupe, donc ceux qui font partie du groupe, qui vont avoir une certaine humilité par rapport à ceux qui arrivent, et ceux qui arrivent qui, eux aussi, doivent être humbles par rapport au fonctionnement de l'équipe et se dire, OK, j'ai toujours quelque chose à apprendre, mais surtout, il va falloir que j'intègre les codes de quelque chose que je ne connais pas. Il y a des codes qui sont intégrés dans une équipe. Eh bien, ces codes, je ne les connais pas forcément. Il va falloir que je les capte très rapidement et surtout que j'arrive à m'adapter en permanence. Et ça demande un truc qui fait partie intégrante de l'optimisation mentale, c'est la flexibilité cognitive. Est-ce que je suis prêt à m'adapter en permanence à ce qui est en train de se passer? Et la possibilité,
techniquement, comment je le fais aussi, parce que quand je vois les jeunes là qui arrivent et qui ont cette agilité dont tu parles et cette flexibilité, eh bien, il y a quand même aussi beaucoup d'appréhension parce que est-ce que je viens de sortir de mon statut de stagiaire, parce que c'est un peu ça aussi, c'est qu'on vient de recruter dans nos services cet été beaucoup de sorties d'école, étant donné qu'on a perdu pas mal de nos équipes, eh bien, il y a le sentiment, est-ce que je me sens légitime? Et donc, cette flexibilité, elle est difficilement acquise tant que tu n'as pas construit ta confiance intérieure, ou en tout cas, tu sens que tu es légitime. Et donc, il y a aussi vraiment la notion d'accueil que l'équipe renforce de manière importante, la confiance intérieure en disant, mais de toute manière, on a notion que tu ne pourras pas tout savoir. Donc, n'hésite surtout pas et tu ne nous embêteras jamais de nous dire que tu ne sais pas. Et vraiment, vraiment cette position-là, justement d'humilité, mais aussi d'accepter que ceux qui sont là et qui sont déjà fatigués, et c'est pour ça que je renforce énormément, en tant qu'aussi manager, je passe beaucoup de temps à aussi remercier ceux qui prennent aussi sur leurs épaules cette situation, parce qu'elles sentent bien que transmettre l'information alors qu'on est déjà en surcharge mentale, ce n'est pas simple. Complètement. Donc, lever le doute. Enfin, je n'ai pas arrêté de dire, n'hésitez pas à dire, je peux lever le doute, j'ai un doute, je peux lever le doute. Lever le doute, ne laissez aucun doute peser. Il y a une vraie phrase qui est sanctuarisée dans l'armée en général et au GI en particulier. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, si jamais j'ai un doute, je pose la question. Et ça fait partie aussi du trait d'optimisme, c'est est-ce que je suis capable d'aller poser des questions? Parce que quand je suis optimiste et que je pose des questions, je n'ai pas cette sensation de remise en cause de ce que je suis. J'ai cette sensation de demander le plus rapidement possible de l'aide pour pouvoir résoudre une situation. Quand je veux gérer une action, le but, c'est de mettre tout en œuvre pour que l'action soit réussie le plus vite possible. Et si je ne sais pas, j'appelle quelqu'un d'autre. Et ça doit faire partie intégrante non seulement du mode de fonctionnement d'une personne, mais aussi des enseignements qu'on doit faire passer. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à aller demander à quelqu'un d'autre. Et ça, un opérationnel qui a 30 ans de boutique, il est capable à n'importe quel moment de dire là, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que vous pouvez m'aiguiller? Ce qui est peut-être un peu moins simple pour le management. Tu vois, parce que quand tu es dans l'opérationnel et que tu fais partie d'une équipe et que tu peux demander à des collègues, tu vois, du même niveau ou collaborateurs, tu peux demander de l'aide. Peut-être qu'un manager qui est déjà sous pression parce qu'il a du mal à faire tourner son planning et il voit bien les failles et qu'il se sent un peu responsable du bonheur de son équipe, il voit le niveau de fragilité, et bien, tu vois, dire là j'ai un doute ou je suis inquiète parce que je sens que c'est pas clair. C'est aussi peut-être cette posture, comment le manager peut aussi accepter que lui, il a un doute et puis il n'est pas très sécure et qu'il a besoin et il crée cette envie de… Mais ça demande une forte humilité parce que comme on attend du chef de sécuriser, d'être enveloppant, eh bien, très souvent, il y a des vrais moments de solitude du manager. Ah bah oui, complètement. Là, moi, je fais le parallèle avec l'équipe que je viens de manager, là, une équipe qui était à peu près d'une 50aine de personnes à l'antenne de Villacoublay, donc l'antenne de rapatriement sanitaire. On a une réunion par semaine. Il n'y avait pas une réunion où je ne finissais pas en disant, écoutez, vous pensez quoi de telle ou telle problématique? Parce que finalement, eh bien, il y a peut-être des choses qui vont émerger du brainstorming de toute l'équipe. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'intégrer l'équipe dans la réflexion de ce qu'on pourrait mettre en place, ça a vraiment une plus-value parce que les gens vont se sentir intégrés. Et quand j'avais fait une petite étude sur le facteur humain vu par les opérationnels au GIGN. Et ce qui relevait le plus, c'était que les opérationnels avaient envie de participer à l'élaboration des procédures critiques. Et ce qui leur posait le plus de soucis, c'était que si jamais ils participaient à cette élaboration et que les projets n'aboutissaient pas, ils avaient une sensation de diminution de reconnaissance, du sentiment de reconnaissance. Donc, il y a vraiment un désir, je pense, de tout le monde de collaborer à la mission commune. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui dynamise une équipe, en fait. Il y a une mission commune, comment est-ce que moi, je peux apporter ma plus-value? Tout à fait. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que vous dites. Merci, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, on va passer juste ensuite à la prochaine partie pour respecter le timing. Mais en fait, ça me fait poser une question qu'on voit souvent dans les équipes, dans le domaine de la santé, plus particulièrement. Bon, après, c'est parce que c'est celui que je connais le mieux aussi, mais sur la notion des jeux de pouvoir qui sont très existants. Et dans les équipes, ce qu'on voit aussi, c'est justement quand on dit lever le doute,
ne pas vouloir aller tout de suite poser une question. La problématique est que souvent, quand on va poser la question, le retour est souvent agressif ou j'ai pas le temps ou pas en tout cas bienveillant. Comment vous réagissez parce que c'est des interactions qui existent quand même relativement souvent? Vas-y, Fabien. Vas-y. Et après, je continue. Moi, personnellement, ce que je conseille aux gens, c'est quand vous parlez pour vous-même. Vous n'êtes pas responsable de la réception du message par l'autre, vous êtes responsable de ce que vous allez exprimer pour vous. Si jamais vous exprimez quelque chose et que l'autre est sur un mode agressif, vous avez toute opportunité de dire « écoute, moi je t'ai transmis un message, maintenant t'en fais ce que tu veux ». L'inverse est vrai aussi, c'est que si on ne transmet pas de message, un message important, parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, on risque de laisser passer quelque chose de vraiment très important. Et on en avait parlé à la préparation. Un exemple parmi des millions d'erreurs médicales où l'IBOD n'a pas osé dire au chirurgien « écoutez, je n'ai pas reçu la pièce de tumorectomie alors que le chirurgien avait laissé une ovarectomie dans le ventre avant de recoudre », eh bien, c'est une erreur typique de non-communication par peur de la réaction du chir par rapport à l'IBOD. Et ça ne devrait pas exister parce que quand on transmet une information, l'information doit venir de nous. Et après, la façon dont elle est reçue par l'autre personne, eh bien, ça dépend d'elle. Si la personne a envie d'être agressive, c'est là aussi à nous de mettre les propres barrières. Vous êtes agressif par rapport à moi parce que je vous ai donné telle information, eh bien, je quitte le bloc. Et puis voilà, on avait à Lyon une infirmière qui était connue pour ça. Il y avait un chir qui était très, très bon, mais très agressif. À chaque fois qu'il s'énervait, elle quittait le bloc. 5 minutes après, il était très calme. Elle revenait et ça se passait très bien. Mais encore faut-il avoir posé des barrières strictes en disant voilà ce que je suis prêt à accepter, voilà ce que je ne suis pas prêt à accepter quand je communique. Et ça, c'est ce que souvent les gens ont mal. En plus de ça, on a tendance, en termes de personnalité, à avoir des personnalités plutôt empathiques dans la santé. Et les empathiques ont tendance à beaucoup prendre sur eux avant de mettre des barrières strictes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut apprendre à travailler. Oui, et si je peux rebondir avec cette casquette que j'ai de manager, et forcément des managers soignants, puisque la plupart de nos managers de proximité sont des soignants. Donc, on a des managers qui souhaitent faire en sorte que leur équipe aille bien, ils soignent leur équipe et en plus, ils prennent énormément. Et donc, des fois aussi, si la soupape est pleine et la Xème critique est mal vécue et on est en plus à la période juste... ça dépend, mais on sait aussi quand même que dans le rapport hiérarchique, il y a souvent les évaluations d'appréciation de fin d'année qui sont quelque part par là, et que mine de rien, ce que je vais dire à mon manager, eh bien, ça risque de rester. Et alors, qu'est-ce que je vais faire s'il me prend en grippe? Et c'est quand même mon manager, je ne peux pas sortir du service comme ça. Donc, il y a des jeux de pouvoir, mine de rien, qui ne sont pas si évidents que ça. Et effectivement, c'est un travail de fond sur comment aussi, quelles sont nos valeurs que l'on veut dans l'équipe et comment le manager définit avec son équipe des valeurs, quand c'est justement un moment plus calme, on n'est pas dans le moment de stress, mais pour comment on se parle. Et on a fait, par exemple, des chartes de comment on se parle, comment on se met d'accord sur ce qu'on est capable de supporter. Voilà, comment est-ce qu'on peut se parler? Est-ce que les signes, quand ma porte est fermée, quand ma porte n'est pas fermée, à quel moment on peut se parler? Il y a pour que ce soit compréhensible, parce qu'on peut tout interpréter. Donc, l'idée, c'était de limiter les interprétations. Et puis, il y a d'autres moyens, plutôt après, quand le manager n'est pas forcément là, qu'il y a des situations d'agressivité ou des choses qui sont compliquées, on peut aussi les déposer dans un endroit. Nous, on a aussi des fiches d'ambiance qui permet aussi de pouvoir, à terme, à froid, de venir les débriefer autour de, pas critiquer les personnes, mais critiquer l'organisation qui nous a mis en défaut et qui fait que la tension monte. Donc, ça, c'est aussi d'autres moyens que j'ai découverts dans l'armée. C'était des fiches j'ai vécu et donc, on raconte des choses que j'ai vécues et ça permet aussi de dire moi, je pars et j'ai débriefé mon truc, ça m'a tellement chauffé mais au moins, je suis sûre que c'est écrit quelque part. Je crois que la hiérarchie de valeurs, c'est la base de la base du fonctionnement individuel et collectif. C'est-à-dire que si on a une hiérarchie de valeurs qui est bien objectivée, bien claire pour soi, on est capable d'assumer les conséquences de ses choix parce que nos valeurs vont nous permettre de choisir les actions qui sont les plus intéressantes et surtout de mettre de côté un petit peu la vision qu'on a de l'extérieur. Si ma valeur d'humilité, ma valeur professionnalisme dépasse ma valeur on va dire de volonté d'avancement, par exemple, ou de célébrité,
eh bien, je vais être capable de prendre mes choix en âme et conscience, tout en ayant un peu de côté cette volonté de notation, par exemple, dans l'armée, ou cette volonté d'avancement dans le civil. Et ça demande un vrai travail d'introspection. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Parce que ce qui est le plus important pour moi définit les actions que je vais mettre en place. Et en même temps, je vois la question qui nous est posée en disant, oui, mais comment vous faites face à une équipe que en fait, vous ne connaissez pas ou qui sont du one-shot, c'est-à-dire les vacataires, les intérimaires, ces fameux professionnels que tu as aussi dans tes équipes que tu ne connais pas et avec qui, bah, c'est que justement la place du leader, c'est-à-dire et comment je donne un cadre très clair quand les gens arrivent. Si je ne suis pas là, en l'occurrence, nous, on a créé des enveloppes aussi où on dépose une lettre qui leur permet de dire bienvenue dans le service, voilà ce qu'on attend de vous et quel est votre poste aujourd'hui, parce qu'on va pas, on veut aussi sécuriser le fait que les choses soient claires sur quoi on les attend et que ce soit pas l'équipe qui vient débarquer à l'intérimaire et qui dit attends mais toi tu vas faire quoi aujourd'hui, et puis l'équipe doit décider un peu quel secteur on va te donner, mais qu'il y a eu une prévision la veille pour qu'aussi on limite le risque de frottement entre ceux qui sont là tout le temps et puis ceux qui arrivent et qui ont l'impression d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Voilà. C'est extrêmement riche. J'essaierai de résumer en fin, mais je pense que vous avez quand même donné beaucoup d'outils déjà pour cette première question, que ce soit sur vos process à l'échelle managériale, les process d'intégration des nouvelles recrues. Il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'est quand on se connaît pas, quand on se connaît bien, on n'a pas forcément besoin de se parler. On reviendra peut-être sur ce point. Les notions de brief et débrief, c'est aussi très intéressant. Limiter la com inutile. Quand il n'y a pas de doute, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et surtout la hiérarchie de valeurs que finalement vous objectivez à travers peut-être vos temps de débriefing et de briefing. Alors, ça nous amène à une seconde question qui est la suivante. Alors, je passe dans le bon sens. Comment on nourrit l'esprit d'équipe? J'allais dire de manière haute, comme ça, on boit des cafés ensemble. Déjà, j'allais dire, c'est pour ça que je parle de brief et débrief, mais aussi moment convivial. Il y a un moment, même si on est dans le rush, même si on sent qu'on ne va pas avoir une journée de folie et on va avoir une journée de folie, et c'est déjà se dire bonjour, savoir qui tu es, quel est ton prénom, parce qu'on se connaît là, on reprend l'idée de CTT et un minimum de connexion humaine au-delà de la fonction, pour qu'on puisse avoir d'avoir envie de faire équipe avec cette personne. Et le nourrir, c'est un vaste sujet et il y a tellement d'ingrédients à mettre, mais j'ai envie de rebondir sur ce que dira Fabien, parce que je crois j'apprécie ces concepts et après, moi, j'aime bien aussi mettre du quotidien. Je vais diviser entre long terme et court terme. Sur le long terme, l'esprit d'équipe, ça se définit entre les valeurs fondamentales qui sont globales à une équipe et la mission qui est développée par l'équipe, les missions qui sont développées par l'équipe. Ça, c'est sur le long terme. Et effectivement, alors, le groupe est un peu particulier si on prend l'exemple du groupe, parce que les gens sont présélectionnés et ils sont présélectionnés sur leurs valeurs fondamentales, entre autres sur leur mental. Donc forcément, on se retrouve in fine, quand on part de 450 personnes et qu'on en choisit 13 à la fin, sur des gens qui ont à peu près le même système de valeurs. Ce qui n'est pas du tout la même chose quand on a une équipe pluriprofessionnelle qui arrive, qui s'agrège et qui ne se connaît pas forcément. Malgré tout, le système en soi, donc par exemple un service d'urgence, un service de réanimation, a un système de valeurs en lui-même. Et ce système de valeurs, il faut que les personnes l'intègrent aussi et qu'il soit à peu près en résonance avec, parce que quelqu'un qui est complètement en dissonance avec le système de valeurs de l'unité dans laquelle elle va intervenir, il risque de se trouver vraiment porte-à-faux. D'autre part, la mission est commune. On a envie de soigner des gens, de soigner les personnes, d'accompagner les personnes et leurs familles. Ça, on revient souvent avec ça, avec les équipes auxquelles je travaille. Autant prendre en charge les patients, c'est déjà une lourde charge de travail. Prendre en charge les familles de patients, ça fait partie aussi du deal et c'est quelque chose que l'équipe a du mal à intégrer. Malgré tout ça, ça définit au long terme ce qui va permettre de créer un esprit d'équipe orienté vers un but avec des valeurs fondamentales qui sont bien cohérentes. Sur le court terme, à mon avis, c'est le brief et le débrief qui sont le plus intéressants. Le brief, pourquoi? Parce que ça va permettre de créer une vision d'ensemble de l'action qui va être amenée. Il y a un polytrum qui va arriver,
On prend 5 secondes pour fédérer l'équipe et pour dire voilà ce qui va se passer, telle ou telle personne va faire ça, et il y a tel risque de complication, il y a tel risque de mise en place de matériel. Quand on part en MEDEVAC, on est 5 dans l'avion, on fait toujours un brief avant l'atterrissage. Voilà, on va récupérer un mec qui a sauté sur un IED, il est intubé, ventilé, il y a tel problème qui pourrait se passer. Pendant le transfert, la noradrée va peut-être se désactiver, donc il va falloir la réactiver. Et ça permet de prévisualiser un peu l'action qui va se mettre en place. Le débrief est tout aussi intéressant que le brief, parce que c'est dans le débrief qu'on va purger un petit peu le pu résiduel. Et ça, c'est ce que souvent les opérationnels me disaient, s'il n'y a pas de débrief, ce qui n'arrive quasiment jamais, s'il n'y a pas de débrief, ça laisse le doute sur les hypothèses les plus foireuses. Et ça, il faut vraiment les sortir le plus rapidement possible. Un débrief qui est analytique, pas un débrief critique déconstructif. Le débrief, comme le brief, doivent être constructifs, c'est-à-dire qu'ils doivent nourrir l'information, ils doivent nourrir les pratiques et non pas servir à shooter quelqu'un et à shooter toute une équipe. On a quelque chose qui pourrait se rapprocher de ça. Par exemple, on utilise souvent le terme de relève, le relève entre équipes. Et j'aurais tendance à dissocier le temps de relève, qui est de la transmission d'informations d'une équipe à une autre, que le brief, que le débrief. Parce que le brief, c'est vraiment… le temps de relève, c'est vraiment que les équipes ont aussi ce temps de transmission d'informations. Puis le brief, c'est quoi la mission là, maintenant, aujourd'hui. C'est quel est le drapeau de la montagne. Et ce n'est pas 5000 personnes qui parlent. On se met d'accord sur quelles sont les grandes lignes et quel est l'outil. Et souvent, nous, on a plein de tableaux comme ça, là, que j'ai derrière mon dos. Et on a des tableaux et on se met d'accord sur toujours le même style de tableau avec quelles sont les informations prioritaires que l'on a. Et typiquement, pour la gestion des lits avec les équipes, parce que bien sûr, on a tous fermé pas mal de lits dans nos établissements cet été, ou en tout cas en prévision cet été. Et donc, c'est la pression un peu sur comment est-ce qu'on va décider aujourd'hui de prioriser l'accès à nos lits. Et donc, le brief, c'est aussi dire qui sont les personnes indispensables à ce brief et qu'il y a une heure de début, une heure de fin, et on s'engage pour vérifier, pour être bien au clair, et l'heure de débrief, une heure de début, une heure de fin, et qu'il soit accessible s'il y a besoin, qu'il y ait des zooms, parce que c'est aussi possible que tout le monde ne peut pas se déplacer parce que c'est tellement court, et à un moment donné, pour se donner la possibilité d'un brief qui peut être en mix, mais que tout le monde voit le même outil, aussi bien écrit, parce qu'il y a la mémoire visuelle que la mémoire orale. En tout cas, moi, j'ai les deux, donc j'ai besoin de voir ce qui est écrit pour être au clair sur combien il manque de lits ou quelles sont les possibilités. Voilà, clairement, on sent que l'esprit d'équipe est nourri à ce moment-là, sur des périodes flash, et tout à fait, hein, Fabien, moi aussi, j'ai cette notion de moyen-long terme, mais j'ai cette sensation que cet été, il y a quand même un besoin d'être encore plus présent sur brief et débrief face à ces équipes qui se connaissent vraiment pas beaucoup et qui ont des missions très claires sur faire des choix, aller jusqu'au bout de la mission qui est de soigner le mieux possible dans les meilleures conditions, le bon patient, au bon moment, au bon endroit, avec la bonne équipe. C'est tout le problème du brief, c'est que ce n'est pas un instant fermé qui après va définir l'intégralité de la mission. Le brief, il est évolutif. Et c'est là où c'est encore plus compliqué dans une équipe médicale, c'est que le brief va peut-être évoluer au fur et à mesure de la mission. Il n'y a pas si longtemps, aux urgences, on a reçu une intox au CO sur tout un immeuble. Entre le moment où on a eu l'information et qu'on nous a dit bon ben voilà, il y a une vingtaine de camions qui vont nous amener les gens de l'immeuble, et le moment où ils sont arrivés, on a eu 5 informations discordantes. Et ces 5 informations nécessitent 5 mini-briefs différents. On n'est pas obligé de faire des briefs en physique à chaque fois. Et ce qu'on faisait au groupe, c'est qu'à chaque nouvelle mission, un nouveau WhatsApp était créé. On utilisait WhatsApp, mais vous pouvez utiliser des systèmes plus sécurisés comme Signal ou Citadel. Un nouveau WhatsApp était créé pour une mission, et à chaque nouvelle évolution de la mission, un point de situation était fait sur WhatsApp si les équipes étaient dissociées. Par contre, si les équipes sont associées, si l'intégralité des acteurs sont présents, un nouveau brief physique est fait. Et ça doit permettre de manager l'action et de mettre en place les nouveaux outils qui vont permettre de comprendre un peu mieux l'action. Le risque, si on ne fait pas des nouveaux briefs à chaque fois que l'action évolue, c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution de l'action, les gens vont rester avec le brief initial et ils ne vont plus forcément agir avec l'intégration des nouvelles données. Donc un brief, c'est vraiment dynamique,
et le débrief intégrera forcément l'intégralité de l'évolution de l'action. Il a tout dit. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, on sent aussi que dans une situation, et je me mets aussi un peu à la place de Christelle, que j'imagine très, très sollicitée, sous pression, avec aussi des contraintes. Et pour reboucler ce qui avait été dit tout à l'heure, ce n'est pas toujours évident aussi en tant que manager d'exprimer son doute. Dans ce qui est dit là, finalement, il y a l'idée quand même que ces temps d'échange, que ce soit des relèves ou que ce soit des débriefs, finalement, sont des choses qu'il faut sacraliser, puisque c'est ces moments-là qui permettent de remettre du lien dans les équipes. Et pourtant, on n'a jamais considéré ça important, en tout cas dans nos formations initiales de professionnels de santé. Donc, finalement, vous êtes en train de dire que c'est fondamental de se parler au moins de temps en temps sur ces sujets. Ce qui me permet d'enchaîner, si vous êtes d'accord, sur la question suivante, qui est les clés pour faire fonctionner une équipe pluriprofessionnelle. Donc, on peut reprendre des éléments qui ont été dits précédemment sur la communication et l'esprit d'équipe, mais si on peut aussi aborder des sujets sur la partie fonction, la partie opérationnelle, que ce soit au niveau du management ou du terrain, on serait très intéressé. Allez, c'est moi qui commence. Vis ma vie. J'avais envie de dire, dans les moments où on a le temps, et c'est pour ça que je dissocie le court et moyen terme, là, c'est aussi permettre, dans les moments où c'est un peu plus calme, qu'on a un peu plus de professionnels et qu'on est capable de dédoubler les professionnels, c'est proposer de aussi connaître le métier de l'autre, ses contraintes, son emploi du temps, ses outils. Il va dire, regarde, moi je regarde ça. Ah bon, mais sur le DPI, sur le dossier partagé, tu regardes ça, mais moi je ne regarde jamais ça. Ah oui, mais moi pour trouver cette information, je la trouve comme ça. Et rien que ça, déjà, ça permet aussi de dire, ah, mais on utilise parfois, on croit que tout le monde utilise les mêmes systèmes d'infos, les mêmes outils, les mêmes manières de communiquer entre nous. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. Et rien que passer du temps que l'autre nous explique tout simplement son travail, mais avec un regard très neuf, ça donne aussi de la place à laisser l'autre se faire rencontrer et aussi soi-même d'assumer le fait que je ne connais pas son métier et mes compétences sont complémentaires sur mon ancienne et c'est intéressant à ce moment-là. Voilà. Déjà, un premier point, c'est j'utilise souvent l'outil Vie ma vie. C'est la première chose. Tu veux rebondir, Fabien ? C'est ce qu'on appelle en PNL, en programmation neurolinguistique, le modèle du monde et les positions perceptuelles. C'est-à-dire que chacun vit dans son modèle du monde, c'est-à-dire qu'il se fait le monde qu'on se représente n'est pas la réalité, c'est simplement les perceptions qu'on en a. Et les positions perceptuelles sont les positions de chaque personne par rapport à la perception qu'ils ont de ce monde-là. Ce qui veut dire que dans une même équipe, chacun a sa propre position perceptuelle. Si on veut faire un travail de compréhension du travail de l'autre, il va falloir prendre sa position perceptuelle à lui. Et c'est des choses qu'on peut faire quand on fait de la simulation, c'est de faire travailler les autres personnes dans la position perceptuelle, dans notre rôle, pour voir un peu comment lui, il appréhende la situation. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que dans une équipe pluriprofessionnelle, il va falloir qu'il y ait un ou plusieurs leaderships qui soient objectivés, qui soient légitimes et qui soient prêts à prendre le leadership au moment où ils sont légitimes et à laisser le leadership au moment où ils ne le sont plus. Et on en parlait la dernière fois quand on va prendre l'exemple d'une colonne d'assaut au groupe. On investit une attaque terreau où il y a plusieurs victimes. Tant que les terreaux ne sont pas neutralisés, ça va être le chef de groupe qui est le leader et donc qui possède le leadership et qui fait fonctionner l'équipe pluriprofessionnelle. Au moment où la menace est traitée, le médecin ou en tout cas le chef de l'équipe médicale va prendre le leadership et ça demande un switch qui se fait en quelques secondes. C'est pas des heures de tergiversation, c'est en quelques secondes, je dois être capable de laisser mon leadership d'un côté, de prendre le leadership de l'autre pour pouvoir remodeler l'équipe et mettre en place ce qui va correspondre à la nouvelle mission. Et on revient à la flexibilité cognitive et à la dynamisation du leadership. Le leadership, ce n'est pas une seule personne. Il n'y a pas un gars qui arrive et qui dit « je suis le leader du début à la fin ».
je dois être capable de m'adapter en permanence. Et s'il y a quelqu'un au sein de l'équipe qui pense qu'à un moment, il est capable de prendre le leadership parce qu'il est plus légitime ou plus efficace, eh bien, il faut qu'il lève le doigt et dise, OK, moi, je suis capable à ce moment-là d'assurer le fonctionnement de l'équipe parce que je sais faire. Oui, je vois très très bien de quoi tu parles. Et c'est vrai qu'il y a cette notion de, je dis souvent, la vérité, c'est un miroir cassé. Et donc, souvent, je dis, quelle est ta vérité à toi dans une situation? Et quand on va parler d'une situation où on se rend compte que chacun va partager sa vérité, et c'est l'ensemble de ces vérités qui permet de partager la conscience de la situation. C'est aussi la richesse de l'équipe pluriprofessionnelle, c'est que chacun va arriver avec un angle de vue qui est sur une même pièce ou un même, par exemple, il va voir cette partie-là, puis elle va savoir, donc elle va dire, elle est très très gros, ça y est, c'est le bazar, il y a plein de cartes, et puis ici, c'est très très fin. Et donc on voit bien qu'on a aussi cette notion de j'ai besoin de tous ces regards pour créer une conscience partagée de la situation. Donc, utiliser ce terme, est-ce qu'on a tous conscience de la situation? Il ne faut pas croire. C'est que si on donne cette phrase-là, forcément, tout le monde va dire, oui, j'ai conscience de la situation. En fait, on va déjà partager chacun la conscience de la situation pour qu'on soit au clair et qu'on puisse se rendre compte de la richesse de nos différentes visions. Et puis, dans l'équipe pluridisciplinaire, moi, venant du monde paramédical, j'avais appris aussi qu'il fallait que je défende mon territoire de paramédical et que peut-être j'ai eu du mal à baisser les armes et à ne pas avoir à devoir à savoir faire, même en dehors des périodes de crise ou des périodes de tension, des périodes d'urgence, faire équipe avec le corps médical. Parce que ce n'est pas deux cultures qui s'affrontent, mais comme on n'est pas parti avec les mêmes formations, on n'a pas des formations initiales ensemble, ou en tout cas, on ne s'est pas mis d'emblée, dès le début de notre carrière, ensemble sur comment on allait travailler ensemble, eh bien, c'est deux mondes qui vont se rencontrer et qui, au fur et à mesure, à force de baisser les armes, de dire on a envie de faire ensemble, épaule contre épaule, et je vois que aussi au niveau de la gouvernance, d'un étabbissement, eh bien, on peut montrer aussi l'exemple d'une équipe pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, et qu'il y a aussi ces symboliques, c'est que chacun partage des bons usages, des bonnes pratiques de travailler en pluridisciplinaire, et travaillant avec des directeurs médicaux, je montre aussi à mes équipes, et chacun, après, par mimétisme, mais aussi encouragement, on peut arriver à ce genre de fonctionnement, de comment faire équipe avec des professionnels où on n'a pas la même culture, on n'a parfois même pas les mêmes envies ou les mêmes attirances pour les choses. Voilà, c'est drôle. C'est encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est la mission qui fédère. Hein. C'est qu'est-ce que je veux créer in fine, quel est le but in fine pour amener à tout ça. Et se fourvoyer sur la mission peut être très frustrant et très porteur de difficultés. Quand il y a eu le début du Covid, on a fait pas mal de cellules de crise. Les gens n'ont pas fait le switch mental entre la prise en charge individuelle de patients et la mise en place d'un triage de masse pour les patients. Et ne pas avoir ce switch mental fait qu'on a envie de prendre en charge l'intégralité des patients comme s'ils étaient individuels, dans une situation de multivictime. Et ça aussi, ça fait partie des clés de fonctionnement d'une équipe pluripro, c'est qu'il y a un leader qui doit dire, écoutez les gars, maintenant on passe en mode triage. Maintenant on passe en mode où il va falloir accepter qu'on diminue un peu les standards de qualité pour augmenter un petit peu les standards de prise en charge multiglobale. C'est vraiment toute une acculturation, c'est ce que disait Gilles sur le chat, c'est une acculturation sur quelles sont les différentes potentialités qui peuvent être mises en place lorsqu'une action arrive, lorsqu'une action critique arrive, et en particulier une action critique non attendue. La crise sanitaire, c'est une action critique qui était vraiment inattendue, attendue, non attendue, on va dire, c'est-à-dire que ça pouvait arriver, mais on s'était toujours dit, ça arrivera le plus tard possible. Maintenant que ça arrive, il faut utiliser les bons termes, il faut utiliser les bonnes procédures et il faut surtout accepter les bonnes conséquences. Parce que, encore une fois, lors des cellules de crise, en particulier les cellules de crise après la première crise, la plupart des soignants nous ont dit on a fait du mauvais travail. On a été mauvais parce qu'on n'a pas su gérer, parce qu'on n'a pas su prendre en charge les gens de la bonne façon, alors qu'en fait, non, l'intégralité de la situation était délétère. Et la mentalité qu'il fallait avoir à ce moment-là, c'était une mentalité de prise en charge de masse et non plus de prise en charge individuelle.
Et ça encore, il faut que dans des groupes, il y ait des leaders qui soient capables de dire « Ok, on prend sur soi, les gars, il y aura énormément de gens sur des brancards sous oxygène à 3 litres parce qu'on n'a pas de quoi en diffuser à tout le monde, mais ça fait partie de la situation. » Alors, moi, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit sur cette question. Et notamment, il y a la question du leadership qui revient souvent. Comment être prêt à prendre ou à laisser le leadership? C'est beaucoup des questions de savoir laisser son ego de côté ou quelquefois de le remettre sur la balance pour défendre son territoire, de savoir bien cadrer une équipe, de savoir aussi que les professionnels de santé, paramédicaux et médicaux n'ont pas la même culture. Mais du coup, ma question, c'est de se dire, comment est-ce que vous arrivez à former le leader de votre équipe? Parce que ça demande des compétences humaines qui ne sont pas développées par la majorité d'entre nous, en tout cas naturellement. Déjà, il faut en avoir envie. Déjà, il faut exprimer l'envie parce que c'est pas tiens, toi, tu vas être le leader aujourd'hui. Enfin, on peut pas désigner des leaders. Il y a vraiment cette. Je m'engage dans de prendre le leadership. C'est vraiment une posture individuelle qui est décidée, puis décidée collectivement. Peut-être que Fabien, je ne dis pas forcément, mais peut-être assez bien concept. Je pense qu'il y a de l'envie et il y a un fond d'intuition de j'assume. À un moment donné, il y a plein de fois, je ne savais pas où on allait dans le Covid, mais j'ai assumé le fait que je devais amener une équipe à fonctionner ensemble, quoi qu'il arrive, et que je devais en assumer la responsabilité collectivement, et je devais aussi donner des informations qui peut-être n'était pas la même à 10h, puis à 11h, mais à midi, mais que je devais l'assumer parce que c'était aussi à ce moment-là mon rôle de leader. Et puis après, j'ai pu trouver chez les médecins qui commençaient à avoir suffisamment de biblio, d'informations pour pouvoir reprendre le lead sur des questions qu'on s'est posées tout au début où personne n'avait de réponse. Et puis à ce moment-là, on a pu aussi redéfinir, tiens, on va faire des co-briefs. Et au début, c'était que moi parce qu'on était sur la gestion très pratico-pratique de l'isolement, des choses très pratico-pratiques en termes de matériel, de logistique, et que là, les médecins me regardaient un peu, on ne sait pas ce qu'il faut qu'on fasse. Dis-nous, et là j'ai vu à quel point là c'était mes compétences organisationnelles et logistiques qui étaient nécessaires, mais quand on est revenu sur on a une unité Covid et on a des processus qu'on a définis en tant que médecin et on sait ce qu'il faut faire, là c'était les médecins qui ont pris le lead et qui disaient à quel moment on fait ça, à quel moment on fait ça, et là il n'y avait plus besoin que moi et je sens que c'est assez intuitif sur le fait que en fonction de mes compétences, parce que c'est différents styles de leadership, mais ça reste je prends le leadership avec cette compétence parce que ce moment-là a besoin de cette compétence-là. Alors, je suis complètement d'accord. Le leader, il doit déjà se faire savoir comme volonté de leader. Un leader, il doit être capable de prendre ses responsabilités, d'assumer les choix qu'il va mettre en place, de fédérer une équipe et d'avoir une connaissance de la situation qui soit globale et d'être flexible et adaptable au fur et à mesure de l'évolution. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde et il y a certaines personnes qui ne se sentent pas à l'aise pour assumer les conséquences de choix qu'ils vont devoir faire, de choix dont on n'a aucune sûreté sur l'évolution des conséquences. Mettre en place un leader qui ne s'est pas fait savoir ou qui n'a pas envie d'être leader, ça s'est fait une fois au groupe et ça a été désastreux parce que ça a donné des choix tactiques qui étaient complètement foireux. Donc vraiment, un leader, il doit s'autoproclamer, mais en même temps, il doit être capable à n'importe quel moment de montrer qu'il peut laisser le leadership à quelqu'un d'autre qui est mieux capable de gérer la situation. Et c'est aussi ça l'intérêt, c'est de voir si un leader est capable de se dire « j'ai suffisamment d'humilité pour savoir que là, en ce moment, je ne suis pas qualifié pour gérer la situation et je laisse le leadership à quelqu'un d'autre. » Et à la bonne personne aussi. Je ne vais pas laisser le leadership à n'importe qui. Donc, je pense qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui, d'une part, est capable de fédérer l'équipe, d'autre part, va assumer la responsabilité de ses choix et les conséquences de ses choix, et troisièmement, est capable de désigner d'autres leaders, d'autres managers, qui vont être chacun spécialisé dans un type de leadership particulier. Et c'est ça qui fait une équipe pluriprofessionnelle, c'est que chacun a ses capacités fonctionnelles et ses connaissances dans son milieu. Moi, techniquement, je suis très mauvais à mettre en place une perfusion.
Donc, si je devais monter une équipe de perf, je préfère laisser le lead à quelqu'un d'autre. Et pareil, par contre, je suis capable de reprendre le lead sur du polytrauma ou sur du mascal parce que ça, je sais faire. Donc, ce n'est pas le plus intelligent de la bande. Et ce n'est pas celui qu'il faut qu'on applaudisse à chaque fois. Ce n'est pas celui qui doit avoir la prime de la fin de l'année. Enfin, ce n'est pas parce qu'on est leader qu'on a du leadership. Pour avoir du leadership, il faut avoir une équipe. Donc, et l'équipe est aussi importante que le leader. En fait, c'est vraiment l'un se nourrit de l'autre. Donc, c'est aussi parfois, attention, le leader, on a l'impression que être leader, c'est celui qui se la raconte, quoi. Non, enfin, c'est pas, c'est vraiment ce truc. Et c'est pour ça que s'autoproclamer leader, ça peut paraître, tu te la racontes un peu, mais en fait, c'est vraiment une posture intérieure qui nécessite énormément d'humilité, parce que si tu appuies sur pas des choses qui sont très tangibles, c'est sur ta connaissance, ta capacité, ton expérience et ce qui est ta confiance en toi dans ce domaine-là. On parle d'intelligence, c'est l'intelligence émotionnelle qui va être la clé fondamentale du leader. C'est cette capacité à comprendre l'émotionnalité globale du groupe qui est en train de se mettre en place et être capable de mettre en place une dynamique positive pour le groupe. Et ça, c'est indépendant de l'intelligence globale, on va dire, du QI de la personne. Donc, et d'ailleurs, les études le prouvent maintenant, c'est que la plupart des gros leaders sont des leaders charismatiques et émotionnels qui ont un management flexible plutôt que des savants qui ne savent pas faire autre chose que savoir. Et ça, c'est vraiment une plus-value d'avoir une intelligence émotionnelle de qualité pour pouvoir fédérer une équipe.